Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints. On va se poser la question suivante. Twitch peut-il rallumer la politique pendant une demi-heure? Vous avez effectivement nos intervenants qui apparaissent à l'écran. Donc, Samuel Etienne, on ne vous présente plus. Le plus important dans votre vie, c'est sans doute que vous avez couru 23 marathons. Et aujourd'hui, vous êtes présentateur de Questions pour un champion et streamer star de Twitch. Et à ma gauche, Jean Massier, fondateur de la chaîne Acropolis, donc pionnier du Twitch en fait. Sauf qu'Acropolis n'existe même plus. Oui, en 2015 et aujourd'hui, moultes émissions sur Twitch avec des chroniqueurs de talent comme Léa Chamboncel ou Usul ou encore une émission avec Hugo Décrypte, je crois. Vous avez la possibilité de nous envoyer autant de questions que vous voulez et je sais que nos invités ont plus de questions que de réponses. Ils l'ont dit hors antenne et ça c'est assez honnête. On peut peut-être commencer par un petit témoignage. Samuel, pourquoi est-ce que, alors que vous étiez sur des médias extrêmement traditionnels, vous êtes venu sur Twitch ? Complètement par hasard, un heureux hasard. Pendant le premier confinement, il s'est passé plein de choses étonnantes pendant le confinement. Je vois des tweets passer évoquant cette plateforme, évoquant un streamer qui s'appelle Étoile et qui a la particularité de streamer pas que du jeu vidéo, mais aussi Question pour un champion. C'est-à-dire qu'il rejoue à Question pour un champion avec sa communauté. Et un jour, il m'interpelle et il me demande si je veux venir. Je découvre l'existence de Twitch. Et comme je suis un garçon très curieux, j'accepte cette invitation. Et là, je suis très très séduit par ce que je découvre. Twitch, à la fois cette liberté, parce que c'est un cadre extrêmement libre, où on fait ce qu'on veut, avec le ton que l'on veut, et puis cette interactivité incroyable avec les viewers. Et voilà, j'ai fait ça pendant quelques mois, j'ai été invité plusieurs fois dans cet exercice, et puis au bout de quelques mois, je me suis dit, mais cet outil est fascinant, est-ce qu'on peut faire autre chose avec? Est-ce qu'on ne peut pas notamment faire du journalisme? Et puis j'ai commencé à proposer une petite revue de presse le matin sur Twitch, voilà. Et est-ce que, par rapport à l'outil, vous vous êtes pas dit ça va diminuer mon activité journalistique, puisqu'on sait que pour une certaine presse, souvent certains éditorialistes détestent l'interactivité parce qu'ils ont l'impression que ça leur bouffe du temps d'antenne, que ça leur bouffe du temps de parole. Et évidemment, sur Twitch, si on veut faire les choses convenablement, il faut évidemment prendre énormément de questions de la part des viewers. Ah bah si tu ne prends pas en compte l'interactivité, tu ne viens pas sur Twitch, parce que pour moi, c'est vraiment le principal intérêt de cette plateforme. Alors évidemment, la question du temps d'antenne, c'est très intéressant que vous en parliez, parce qu'une revue de presse le matin en télé ou en radio, c'est 3, 4, 5, 6, 7 minutes luxe. Moi, ma revue de presse sur Twitch, elle dure 2h30, 3h30, parce que je prends le temps. Et aujourd'hui, dans notre époque où tout va vite, trop vite, notamment dans la façon dont on essaie de comprendre l'actualité, le temps c'est un luxe. Et puis évidemment, moi je prends en compte l'interactivité. Et je pense que si je faisais ma revue de presse sans l'interactivité le matin, elle durerait peut-être une demi-heure. Mais en fait, je parle 80% du temps, je parle avec les viewers. C'est marrant parce que vous présentez presque ça comme une contrainte. Le truc ça rajoute un truc en alors plus d'interactivité qui vient perturber. Alors c'est la seule raison pour laquelle on le fait. Moi, si un jour il y a un bug, je ne sais pas pourquoi sur la plateforme et que le chat ne marche pas, je ne lance pas mon émission. On arrête là. Je ne vais pas parler devant une caméra tout seul. Ça s'appelle de la télé, c'est pas intéressant. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Oui, mais parce que justement, il y a énormément de gens qui sont choqués par le fait, je ne donnerai aucun nom, mais il y a énormément d'émissions, notamment de matinales, qui ont été choquées par le fait qu'il fallait prendre les questions des téléspectateurs et c'est quelque chose qu'ils détestent. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Je n'enlève jamais les onglets commentaires et je réponds systématiquement. Parce que la télé, parce que les médias classiques sont contraints, parce qu'il y a des durées. Ouais. Un journal, ça doit durer tant de temps, une revue de presse, c'est tant de temps, il ne faut pas dépasser de 30 secondes. Et ça revient à l'autre aspect, je pense que Jean confirmera, intéressant pour moi de Twitch, outre l'interactivité, c'est la liberté. Mon émission, si je veux qu'elle dure 7 heures non-stop, elle va durer 7 heures. C'est ça qui est incroyable. Et il y a du monde. Et il y a du monde qui reste et c'est très impressionnant parce que ça impose en fait une nouvelle grammaire de l'image, du tempo, du rythme. Tu fais pas du tout de la même manière un stream comme tu ferais une émission de radio ou de télé parce que tu n'as pas de contraintes, mais paradoxalement cette absence de contraintes te rajoute des contraintes parce que tes 7 heures, tu vas devoir les animer. Tu vas devoir être bon du début à la fin, tu vas devoir te poser la question de savoir qu'est-ce que je vais apporter au public. Et ça, c'est quelque chose c'est des questions qu'on peut un peu moins se poser dans des formats contraints comme la télé ou la radio parce que
En 7 minutes, tu es obligé d'être là, tu es obligé d'apporter quelque chose et tu vas condenser ton propos, tu vas préparer ton émission. Alors qu'un stream, ça impose de se reposer la question assez régulièrement, de savoir mais pourquoi est-ce que mon émission fera 7 heures et pourquoi elle n'en ferait pas 3. Et c'est quoi la différence entre les deux? Voilà, tu as besoin d'avoir des justifications à pourquoi est-ce que tu fais les choses. Alors je vois les premières questions qui arrivent, donc évidemment dans une mise en abîme parfaite, je vais les prendre dans un instant, mais Jean, le programme qui t'a rendu célèbre, c'est Commentaires des questions au gouvernement, qui est sans doute un programme qui était très peu regardé chez les moins de 75 ans. Dis-le, oui. Ouais. Mais bien sûr, complètement. Les questions au gouvernement sont diffusées à la télévision. Ça a commencé dans les années 80. C'était un grand moment de modernité du Parlement à ce moment-là. Et il y a un truc qui m'a toujours surpris, c'est que la séance des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale a toujours été diffusée à la télévision sans jamais être sous-titrée. Au sens éditorial du terme. Il y a le langage des signes, il y a des éléments rapides de présentation du mec qui est en train de parler, mais c'est très rapide, beaucoup trop rapide. Or, le Parlement nécessite d'être expliqué pour être compris. C'est pas parce qu'on diffuse le Parlement devant les gens comme ça que les gens spontanément vont se mettre à aimer la démocratie, ça ne marche pas comme ça. Voire même, je fais partie de ceux qui considèrent que la diffusion sans filtre, sans sous-titrage des questions gouvernement pendant plusieurs décennies a participé à un certain antiparlementarisme parce que quand tu comprends pas la séance, qu'est-ce que tu vois? Tu vois l'absentéisme, tu vois le caractère un peu court de récré, théâtral, et tu te dis qu'en fait tout ça c'est finalement, voilà, les parlementaires, c'est vraiment des guignols, etc. Ça c'est naturel, c'est normal que ça émerge des gens pour la simple et bonne raison qu'on leur explique pas ce qu'ils sont en train de regarder. Et c'est pour ça l'innovation que j'ai apportée, c'est de dire mais moi je vais être le mec qui va t'expliquer c'est qui le mec en costume là qui est en train de parler, d'où il parle, pourquoi il parle de ça aujourd'hui, pourquoi il y a des applaudissements sur les bancs de l'autre côté de la travée, c'est intéressant. Et pourquoi est-ce que le ministre y répond et pourquoi il est en colère le ministre d'ailleurs? Parce qu'en fait il a touché un point sensible. Ces petits éléments, des clés de compréhension de ce que tu es en train de regarder, tant qu'on ne te les apporte pas, tu ne peux pas comprendre la séance. Et donc c'est ça mon job. Alors il y a des premières questions qui arrivent, j'avais promis que du coup je jouerais le jeu. Question pour Samuel Etienne, pensez-vous que les jeunes ont repris goût à la lecture de la PQR ou de la PQN grâce à votre revue de presse sur Twitch? Alors les jeunes, c'est un grand mot, mais ce que je constate en effet, c'est que, mon public, je l'ai mesuré, je l'ai sondé. T'as combien toi? 85% de mes viewers entre 18 et 35 ans. 18-35, ouais. Voilà. Bon, je stream le matin, donc il y a assez peu de mineurs. Ils sont censés être à l'école. D'ailleurs, je passe le message, il faut aller à l'école. Et puis, assez peu au-delà de 35 ans. Et ce public me dit qu'effectivement, il ne lit pas ou peu la presse écrite, la presse nationale, la presse régionale. Et une partie de ce public me dit, grâce à toi, j'ai découvert cette presse, j'ai commencé à la lire. Et comme tu me l'as dit, en fait, c'est cool. En fait, c'est sympa. En fait, c'est intéressant. Et il y a plein de surprises. Et parfois, j'ai des photos de viewers. Ils m'envoient un petit selfie avec Le Monde, avec Le Figaro, avec Le Dauphiné Libéré, avec Ouest France, voire un abonnement. Et moi, quand je vois ça, pour un journaliste, ça me fait super plaisir. C'est un beau cadeau. Tu as à peu près les mêmes chiffres? Tu as toi aussi Ouais, 80 ans? oui, j'ai mesuré pareil. Moi, j'ai 24 ans pile de moyenne et c'est très bien réparti entre les 15-25 et les 25-35. Donc, c'est vraiment le 85% de mon public ont entre 15 et 35 ans. Donc, on est exactement sur le même public. Ouais. Mais surtout, le plus important pour moi, c'est pas tant le critère d'âge que le caractère un peu qualifié du public. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de toucher les jeunes éloignés de la politique. Parce que les jeunes passionnés, les militants, les adhérents, les jeunes qui votent, ils existent, ils ont bien raison d'exister, c'est très bien ce qu'ils font et j'ai pas de problème avec ça. Mais en fait, c'est pas vraiment eux que je veux parler. Je suis content, ils sont très nombreux à me suivre, j'en suis très content. Mais moi, au fond de moi, je sais à qui je m'adresse et je m'adresse à Dylan, 19 ans, qui joue aux jeux vidéo et qui s'en fout complètement de la politique. C'est ça mon objectif est là. Et c'est ça que je mesure le plus et qui me satisfait le plus. C'est le caractère qualitatif de ce que j'arrive à toucher, de ce public qui me dit, comme toi, je reçois des messages de gens qui disent mais putain, qu'est-ce qui m'a pris? J'ai regardé 2 heures du Parlement sans m'arrêter. Je peux me permettre de poser une question à Jean. Et de la même manière que j'ai l'impression d'avoir réconcilié les jeunes avec la presse parfois, enfin leur fait découvrir, est-ce que toi, tu as des messages de jeunes qui te disent Jean, tu m'as réconcilié avec la politique, ou en tout cas, je commence à m'y intéresser grâce à toi? Ouais, j'ai beaucoup de messages de gens qui disent que grâce à moi, ils ont recréé un lien avec la politique qui parfois est un lien conflictuel et un lien clivant, et c'est pas grave, mais un lien. Un minimum. C'est vrai qu'il y en a plusieurs qui me disent tiens, maintenant, depuis que je suis ta chaîne, je tends l'oreille avant de zapper. Quand j'entends un politique parler, je me pose attends, c'est qui déjà? Ah oui, c'est le ministre, machin. Et alors, il raconte quoi? D'accord, ok, bon, je suis pas d'accord avec lui, mais j'ai tendu l'oreille. Et ça, ils me disent que c'est un changement chez eux. Il y a un truc qui a bougé chez eux, et ça, pour moi, c'est très important. C'est exactement ce que je voulais faire. On va pas tout faire sur les jeunes, mais c'est vrai qu'il y a 87% d'entre eux qui se sont abstenus au deuxième tour des régionales 2020 pour toute une myriade de raisons, mais voilà, il y en a beaucoup. À chaque fois qu'il y a un nouvel outil, tous les politiques s'engouffrent dessus. Je reviendrai pas sur l'arrivée de certains ministres sur TikTok, parce que c'est pas toujours avec beaucoup de réussite, mais pourquoi
pourquoi est-ce que sur Twitch, Ça marche. Jean, tu dis que tu penses que là, pour le coup, on peut réussir à avoir ces fameux éloignés? Qu'est-ce qui, dans la grammaire de Twitch, pour parler comme toi, Alors, est plus fluide? déjà, je ne suis pas une personnalité politique. Et ça, mine de rien, paradoxalement, ça aide un petit peu à recréer un lien différent avec des gens qui, du coup, ne viennent pas m'écouter pour ce que j'ai à leur dire. D'autant que j'ai une ligne éditoriale qui est de mettre un peu de côté mes opinions personnelles parce qu'on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Je fais de la pédagogie, de la vulgarisation. Donc ça, c'est ma manière de faire. Si je donnais mon opinion tout le temps, j'aurais probablement plus de gens qui pensent comme moi à cause du phénomène de bulle de filtre qu'on connaît bien. Est-ce que le fait que les politiques viennent sur Twitch va permettre de recréer un lien? J'en suis pas tout à fait persuadé parce que je pense que dans un premier temps, ce sera d'abord les militants qui viendront. Dans un second temps, avec de l'habitude, ça peut recréer quelque chose. Le truc, c'est que, et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec Samuel, c'est que Twitch, c'est d'abord une plateforme d'interaction. Ça impose, quand tu es streamer, quand tu animes une émission sur Twitch, d'avoir une posture de dialogue, pas une posture professorale. On n'est pas dans une logique de discours, on n'est pas dans une logique de cours magistral, on est dans une logique de « et vous en pensez quoi ? Et vous, le chat, tiens, vous en pensez quoi ?» Et ça, les politiques savent pas très bien le faire. Il faut reconnaître que les politiques, c'est des gens qui ont des propositions à faire dans le débat public et ils aiment bien venir dire ce qu'ils pensent. Pas vraiment demander aux gens, et vous en pensez quoi? Là, je regardais, Anne Hidalgo a fait son premier stream, alors pas du tout sur Twitch, mais sur YouTube. C'était animé par 2 secrétaires nationaux du Parti Socialiste, tout le monde est d'accord autour du plateau, et les internautes n'avaient le droit que de poser des questions. On n'est pas là dans une logique de faire des propositions. Donc, on est vraiment dans l'étape numéro 1, l'Internet 0,5. Donc voilà, les politiques, s'ils viennent sur les réseaux sociaux, il faut qu'ils se posent la question de savoir qu'est-ce qu'ils viennent y faire et pourquoi. S'ils sont que dans une logique de porter leur message, je pense que sur Twitch, ça ne peut pas fonctionner très longtemps. Moi, j'ai vécu un truc qui illustre à 2000% ce que vient de dire Jean. Je ne pensais pas parler de politique sur Twitch. J'y venais surtout pour lire les journaux. Moi, c'était mon idée de base. Mais il se trouve que j'ai été contacté par l'entourage de François Hollande et je me suis dit, waouh, un ancien président de la République à la maison. Et surtout proposer à tous ces jeunes qui justement sont très loin de l'actualité de la politique de pouvoir interpeller directement l'ancien président, ça se fait quoi. Ça s'est fait et puis ça a plu parce que François Hollande c'est quelqu'un de très brillant, de très souple aussi, d'assez séducteur et lui justement il avait très bien compris la spécificité de Twitch et donc il en a joué et il en a très très bien joué. Il a regardé les questions, il a rebondi sur les questions, il a été relativement franc, il a fait des confidences qui parfois ont surpris, voilà. Et puis après j'ai reçu Jean Castex. Fantasme de journaliste, recevoir le Premier ministre en exercice à la maison sur une toute nouvelle plateforme en se disant, parce que moi c'était le rêve que je caressais, incroyable, on va permettre à tous les citoyens qui veulent d'interpeller directement le patron, quoi, le boss, en tout cas le Premier ministre. Voilà. Alors que l'un des reproches faits aux politiques, c'est « Ah, bah, ils ne s'intéressent pas à nos problèmes, ils ne répondent pas à nos questions ». Jean Castex arrive et eh bien, il fait ce que Jean vient de nous dire qu'il ne fallait pas faire, oui. C'est-à-dire qu'il n'a pas compris la plateforme et il est venu faire quasiment une conférence de presse. Ouais. Il débute son stream en disant « Je suis venu ici parler aux jeunes qui n'ont sans doute pas vu mes conférences de presse ». C'est quasiment sa première phrase. Et là, mot pour mot. Il y en a très peu. Voilà. Et là, je me dis « Ok, en fait, il n'a pas compris. Il n'a pas compris, il n'a pas été bien briefé. Et effectivement, il n'était pas dans une démarche... De vérité, parfois il était même très très loin de la vérité et l'exercice s'est retourné contre ce que je voulais faire, c'est-à-dire ça a abîmé ce que j'étais en train d'essayer de faire. C'est pas seulement le fait, parce qu'on pourrait dire après tout, François Hollande n'était plus au pouvoir, donc il a forcément beaucoup plus de liberté de parole que quelqu'un qui est contraint par Matignon, s'il y a des annonces, etc. On voit qu'il y a son câble qui fait du fact-checking, c'est pas seulement ça, il s'est décomposé. C'est pas seulement ça, pour partie c'est ça, mais quelque part, comme j'en viens de le dire, il n'avait pas compris qu'un nouveau support, un nouveau support, ça implique une façon de se comporter qui est différente. Twitch, c'est pas venir professer des trucs, c'est pour échanger. Et puis quand on échange, de répondre de la façon la plus sincère possible. Un seul exemple, AstraZeneca. Quand Jean Castex vient à la maison, on est en pleine polémique sur AstraZeneca. Certains pays européens ont déjà suspendu la campagne de vaccination d'AstraZeneca. Il y a des interrogations. La question est posée dans le chat. Est-ce que vous avez des inquiétudes quant à AstraZeneca ? Il répond, il n'y a aucune inquiétude à avoir par rapport à AstraZeneca, aucune. Le lendemain, le gouvernement annonce la suspension de la campagne de vaccination d'AstraZeneca. C'est insincère. Comment voulez-vous réconcilier les jeunes avec la politique, avec ce type de comportement? J'étais personnellement assez déçu. Alors je vois plein de questions qui arrivent, je vous en propose 2-3 et puis vous prenez celle que vous voulez. Est-il possible de prendre une photo avec vous après? Mais ça c'est, on va s'en arranger. Quelle est la place de la starification dans la diffusion de contenu politique sur Twitch? Très importante. Très importante. Et tiens, celle-ci. Bonjour, un média traditionnel comme TF1, France Télévisions ou Arte a-t-il sa place sur Twitch? Deux très bonnes questions. Écoute, la place de la starification est une place importante. Il y a un phénomène qui est très important sur les réseaux sociaux et qu'on constate depuis une dizaine d'années, c'est l'identification à la personne. Les gens s'intéressent assez peu aux marques, s'intéressent beaucoup aux gens.
On s'intéresse aux personnalités, on crée un lien de sincérité. On le disait tout à l'heure, dans cette logique de dialogue, les gens viennent regarder Jean Massier. En fait, ils viennent me voir moi. Et donc, ça impose quelque chose d'un peu particulier qui est en rupture avec le fonctionnement des médias traditionnels, qui est un fonctionnement collectif, je le rappelle tout le temps, c'est un travail de rédaction qui bosse ensemble. Et cette starification, pour moi, elle a des limites. Elle a des limites dans le phénomène qu'on appelle de la gouroutisation, qu'on a beaucoup vu avec les mouvements des Gilets jaunes et des antipasses, avec ces influenceurs qui deviennent en fait stars, et ça parfois leur monte au cerveau et ça devient des trucs absolument, enfin ça devient des mecs qui se dépassent eux-mêmes, souvent des mecs, rarement des nanas d'ailleurs malheureusement, qui se dépassent eux-mêmes, et ça a une influence sur la politique. Et ça a une influence, je pense, malheureusement un peu néfaste. L'idée que les gens s'accrochent un peu trop aux personnes et veulent trop savoir ce que cette personne en pense, comment elle voit les choses. Il y a une demande d'influence qui, moi, me fait un peu peur, et donc je me mets beaucoup en retrait, parfois même un peu trop, mais c'est ma manière de voir les choses. Et ensuite, sur la deuxième question, mais en fait, on va continuer le dialogue. Je ne vais pas monopoliser la parole. Non, mais elle est vachement bien, la deuxième question aussi. Mais Samuel, toi, c'est quelque chose qui te fait peur, parce qu'évidemment, on est chez toi. Bah non, moi je suis un présentateur, donc je suis et un animateur aussi. Et donc je suis un peu en représentation, c'est-à-dire que moi je suis très content de parler de moi, parce que comme tous les présentateurs, j'ai un ego comme ça, j'ai une espèce de boulard énorme qu'il faut que je transporte. Mais blague à part, j'aime bien me mettre en scène, je trouve ça rigolo, donc j'ai plein de questions personnelles, et moi ça m'amuse, alors je mets des limites bien sûr à ce que je raconte de ma vie, mais ça m'amuse plutôt, je me mets en scène, donc je réponds à cet appétit, mais ma nature de présentateur et d'animateur, ça marche plutôt bien avec ça. Mais Jean a raison, ça pose quand même pas mal de questions, cette gourouisation que tu viens d'évoquer. Et puis là, je pense que avec Jean, on sera d'accord aussi sur le fait que, et je pense que les gens sur Twitch veulent plutôt voir des individus plutôt que des entités, plutôt que des chaînes. Aujourd'hui, un journaliste ou un animateur peut tout à fait tenter de venir sur Twitch, mais il faut qu'il vienne seul, avec sa sensibilité, sa culture, voilà, son univers. Et souvent, ce que les viewers nous disent sur Twitch, on n'est pas devant la télé, on la regarde peu ou pas, c'est pas pour la retrouver sur Twitch. Donc, en tant que membre des médias traditionnels, on peut vous regarder, mais pas pour que vous nous ameniez la télé ou des rédactions. Ce qu'on veut voir, c'est ce que vous nous apportez, quoi. Oui, ça c'était la question sur les médias. Du coup, est-ce que France 2 aurait sa place sur Twitch? On peut imaginer Salamé et Soto venir sur Twitch. Qu'est-ce que ça apporterait? Ça dépend pourquoi faire. Vraiment, ça dépend pourquoi faire, et ça dépend comment. En fait, ça impose probablement à Salamé et à Thomas Soto de se poser la question, de savoir, de reposer la question qui ne sont peut-être pas posées depuis des années, mais en fait, pourquoi on fait ça? Qu'est-ce qu'on veut dire à qui? Comment est-ce qu'on veut se comporter par rapport à ce nouveau public, cette nouvelle manière d'interagir? Et ça, je trouve que c'est un défi extraordinaire pour les journalistes qui, du coup, se réinterrogent là-dessus. Mais sur la question des médias, c'est exactement ce qu'a dit Samuel. Les marques, les institutions sont très décrédibilisées sur Internet. France 2, TF1, ce sont des navires amiraux de l'audiovisuel français depuis des décennies. Ils ont une marque qui ont une puissance phénoménale sur l'audiovisuel classique. Dès lors qu'ils débarquent sur Internet, non seulement ça vaut pas grand-chose auprès d'un public jeune qui a beaucoup moins de liens affectifs avec les marques TF1 et France 2, mais en plus, il y a aussi cette petite, que tu as dû sentir, hein, ce petit côté... Il y a de la défiance. Il y a de la défiance, c'est ça, ce petit parce qu'en fait, les acteurs de Twitch, viewers et streamers, et ils ont raison, sont extrêmement fiers de l'univers qu'ils ont créé. Parce que c'est un très bel endroit. C'est un endroit de liberté, c'est un endroit où tout le monde peut s'exprimer, c'est un endroit avec des valeurs positives. Et ils ne veulent pas que des acteurs de l'extérieur, notamment des médias traditionnels, viennent coloniser, s'installer, abîmer cet endroit. Donc moi, c'est un reproche qui m'est souvent fait. Pas tellement reproche d'ailleurs, parce que je crois que les gens ont compris que ce n'est pas ce que je venais faire, mais des mises en garde. Attention, Samuel... c'est pas la télé. On veut pas que la télé débarque sur Twitch. Je crois que là-dessus, les gens ont été rassurés parce que quand je suis arrivé il y a quelques mois, les gens avaient très très peur de ça en me disant Samuel, c'est une espèce de tête de pont et les médias traditionnels vont arriver. Bon, aujourd'hui, on a vu que finalement, le débarquement n'a pas eu lieu. Pas en masse. Ou alors quand ils ont essayé, ça s'est mal passé. Exactement. À quelques rares exceptions près, il faut quand même noter qu'il y a des médias traditionnels qui font des expériences. Je suis désolé, je vais faire ma pub, mais c'est moi qui l'ai fait, c'est Public Sénat. Public Sénat est une chaîne de télévision TNT connue, bien connue, et pas la plus jeune de toutes, qui a fait le pari, non pas de venir sur Twitch, mais de diffuser mes streams à la télévision. Ils ont complètement renversé la table, ça a été une audace énorme de leur part de faire confiance à un mec en t-shirt basket qui connaissait pas, qui faisait pas partie de la maison, et diffuser mes émissions. Et ça, c'est un truc qui a très bien fonctionné, qui a très bien marché, parce que les internautes ont bien compris que c'était pas Public Sénat qui débarquait sur Twitch, c'était plutôt Twitch qui débarquait sur Public Sénat. Et ça a beaucoup plu aux gens. Le deuxième exemple que j'ai, et c'était dans ta question, c'est pour ça que je le soulève, c'est Arte. Arte ont lancé une nouvelle émission récemment qui s'appelle Laserdisc. Et alors, certes, ils le font sur une chaîne Twitch qui s'appelle Arte, mais ils la font animer par deux
par deux streamers issus de la plateforme et imprégnés de la plateforme Twitch. C'est Pierre Lapin et Horty, qui sont deux célèbres streamers et streameuses, qui ont un vrai talent et surtout qui ont une connaissance de la grammaire et du manière de faire. Et donc ça se sent que c'est pas très arté ce qu'ils font, c'est très Pierre Lapin et Horty. Et ça, c'est une bonne idée qu'ils ont eu Twitch. Oui. Ce qui répond à une question qui était: y a-t-il un risque de décrédibiliser Twitch en le polluant avec l'arrivée de médias traditionnels, un rejet par la communauté à partir du moment où c'est fait intelligemment avec. Ça peut le faire, ça peut le faire. Et par ailleurs, il y en a d'autres qui ont essayé. BFM TV a essayé de venir sur Twitch. Ils y ont mis, je trouve, beaucoup de bonne volonté. J'ai rencontré leurs équipes, j'ai vu comment ils travaillaient. Ils essayent de bien faire, mais malheureusement pour eux, ils ont encore la marque BFM TV qui te donne vraiment pas envie de cliquer. Quand tu es chez toi dans ton lit avec ton laptop sur les genoux, t'as pas envie de cliquer sur BFM TV quand tu es sur Twitch. Donc ça, ils ont cette problématique-là. Alors que pour le coup, je trouve qu'ils se démerdent bien. Mais bon. Alors je vais prendre trois questions qui se complètent. Celle autour de laquelle on tourne depuis le début, c'est: est-ce que Twitch va jouer un rôle pour 2022, évidemment? Et donc là, on vous demande: est-ce que les politiques, suite à l'expérience de Jean Castex, dont je crois comprendre à demi-mot qu'elle n'a pas été pleinement concluante, est-ce que les politiques vont devoir s'adapter quand ils passent sur Twitch? Et est-ce qu'ils ont l'appétence pour ça? Parce qu'il y a une autre question qui est: est-ce que les politiques préfèrent une interview traditionnelle ou le fait de se rendre sur Twitch? On sait qu'il y a un certain nombre de politiques qui sont assez tribuns, qui sont très à l'aise et qui disent toujours ah mais c'est toujours pareil avec vous, on n'a toujours que 30 secondes, on ne peut pas développer un propos, une pensée. Ceux-là, ils devraient être ravis de l'oasis de temps long que leur file Twitch, non? Et en profiter pour 2022? Écoute, les politiques, ils sont morts de trouille. Faut pas croire qu'ils débarquent avec leurs gros sabots dans cette plateforme en se disant que tout va bien se passer. En fait, ils ont plutôt peur. Moi, de ce que j'en vois, ça fait des années maintenant que j'interviewe des sénateurs, des ministres, le Premier ministre, plusieurs membres du gouvernement. J'ai créé une nouvelle émission Backseat sur laquelle je reçois chaque semaine des politiques. Je les vois bien arriver avec un peu d'appréhension. Tu sens qu'ils sont plus à l'aise quand ils sont dans le hall de France Télévisions que dans le hall de mon studio, parce qu'ils se disent putain, je fous les pieds dans un truc, je connais pas très bien la grammaire, justement, tu les sens un peu en réticence. Pour autant, je trouve que les interviews se passent suffisamment bien parce qu'au fur et à mesure que ça se passe, ils commencent à comprendre l'exercice, ils se détendent les muscles du dos et ils commencent à rentrer un petit peu dans le jeu. J'ai des ministres qui m'ont lâché des ouais, des putains. Tu sens que ça leur échappe parce qu'ils ont un peu perdu l'habitude de la télé et que du coup, et moi c'est très bien, c'est ce que je cherche, cette espèce de petite sincérité. Pour autant, est-ce que Twitch va changer quelque chose pour 2022? Est-ce que ça va jouer un rôle? Sans déconner, ça en prend pas la direction, hein. Là, on est en pré-campagne présidentielle. Je ne vois rien arriver sur Twitch. Rien. Aucun parti politique n'a annoncé ou n'a créé de trucs. Pas beaucoup d'équipes de militants n'ont lancé des émissions, des trucs comme ça. Moi, je reste très... Voilà, j'attends de voir. On est en octobre, je trouve ça déjà un peu tard. Et j'ai peur, je vais dire la vérité, j'ai peur qu'ils débarquent tous en janvier comme des cons, qu'ils créent des chaînes du jour au lendemain en disant youpla boum, suivez-nous. Et c'est beaucoup trop tard. Ça ne marche pas comme ça, ils vont se casser la gueule. Diagnostic partagé? En fait, moi, je suis très gêné par la thématique parce que moi, j'ai pas de réponse à la question que vous posez. Et je n'ai que des questions. Moi-même, qui ai invité des politiques sur Twitch, je ne sais pas si c'est une bonne chose. Dans mon cas à moi, c'est-à-dire Jean, c'est autre chose. Jean, c'est vraiment sa marque de fabrique. Il a posé quelque chose. Il le fait depuis très longtemps. Moi, c'est une activité annexe. En plus, je le fais à la maison. Ouais, voilà, donc c'est particulier. Est-ce que sur le fond, c'est une bonne idée que je reçoive des hommes politiques de premier plan, des candidats à la prochaine présidentielle à la maison pour... Alors, l'idée première, vous l'avez compris, c'était de permettre ce dialogue entre les citoyens et les politiques qui souvent n'est pas possible. À la base, c'est une bonne idée. Mais dans quelle mesure c'est le bon endroit pour le faire? Je n'ai pas la réponse à cette question. D'ailleurs, j'ai suspendu l'exercice. J'ai reçu François Hollande, Jean Castex, Julien Bayou, le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, et j'ai fait une pause depuis quelques mois. Pourquoi j'ai fait cette pause? Parce que je n'ai pas la réponse à cette question. Voilà. Alors, bon, après, mais je continue à réfléchir. Et si je reprends ces invitations, eh bien, j'essaierai de faire l'exercice du mieux que je peux. Je pense que cette idée de donner la main aux internautes, aux viewers pour poser des questions, ça reste une bonne idée. Souvent, je dis, je ne prépare pas l'interview. Alors, c'est une façon de parler, en fait, parce que je baigne dans l'actu depuis toujours et au quotidien. Donc, je sais de toute façon quelles sont les thématiques essentielles et je suis armé, éventuellement, pour dire à un homme politique, par exemple, un Premier ministre qui nous dit des choses sur AstraZeneca qui sont un petit peu étranges, je suis là dans le rebond. Je suis partagé. Je n'ai pas la réponse. Voilà. Alors malheureusement, on n'est pas sur Twitch, mais à Média en scène, et on n'avait que 30 minutes, on m'a fait signe 1 minute. On est contraint. On est hyper contraint. La contrainte. Une question chacun pour finir, Samuel, en un mot. Samuel Etienne, un jour sur Backseat. Voilà, c'est la question qui a eu le plus de pouces levés. Oui. Moi, j'aime bien ce que fait Jean, de toute façon. La démarche est hyper intéressante et c'est bien fait. Donc oui, bien sûr. Alors après, j'ai peur aussi, comme un politique d'ailleurs,
parce que j'ai peur des questions, parce que cet univers qui est très beau de Twitch, je sais que ça a froissé certains viewers, streamers, du fait que je sois une forme de tête de pont pour d'autres choses, notamment pour la politique. Et voilà, j'ai peut-être un peu peur des questions, pas de Jean qui est quelqu'un de très sympathique, mais oui, parce que j'aime bien ce que fait Jean. Alors donc le rendez-vous est pris, et justement la question mise en abîme sur le temps, toi qui es donc le pionnier de Twitch où on a cette grande liberté de temps, il y a beaucoup de questions qui reviennent sur est-ce que le CSA doit décompter, quid du temps de parole. Forcément, est-ce que 3 heures sur Twitch, ça équivaut à 5 minutes? Ouais. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube pour répondre à cette question qui m'a beaucoup été posée. La réponse est non. Le CSA n'a rien à faire sur Twitch et sur Internet pour des raisons pratiques qui font que si le CSA existe à la télévision et à la radio, c'est parce que le nombre de canaux d'émission sont contraints. Il y a un nombre limite de chaînes TNT qui peuvent émettre, il y a un nombre limite de bandes hertziennes FM qui peuvent émettre. Donc, on a imposé à tout le monde le respect d'un temps de parole pour la vitalité démocratique. Sur Internet, par définition, le coût marginal de la création d'un canal supplémentaire est égal à 0, donc tout le monde, tout politique qui le souhaite, peut lancer sa chaîne Twitch demain matin. Il est donc absolument hors de question qu'une autorité vienne m'imposer à moi un respect de temps de parole de je sais pas quoi sur ma chaîne, c'est hors de question. Et on va laisser le mot de la fin à Gourmandine qui dit est-ce que Backseat va influencer les élections présidentielles? La réponse est oui, évidemment. Merci beaucoup Samuel, merci beaucoup Jean, merci à vous toutes et tous pour toutes vos questions. À bientôt.